Friedman est donc médecin, gynécologue. C'est lui qui est à l'origine de la naissance du premier bébé éprouvette en France. Et récemment, une nouvelle naissance a suscité une assez grande polémique qui n'est pas encore retombée et qui n'est pas près de retomber à l'occasion de la naissance de ce qui a été à tort, de l'enfant qui a été à tort nommé le bébé médicament, et qu'en réalité on ferait mieux d'appeler le bébé double espoir. D'ailleurs c'est le terme que René M préfère, un enfant qui permet de soigner, entre guillemets, son frère ou sa sœur malade, est venu au monde à l'hôpital Béclère. Voilà. C'est donc le premier bébé soignant ou soigneur ou bébé double espoir qui est né en France. D'abord, j'ai envie d'expliquer quand même à tout le monde ce dont il s'agit, parce que sinon on fait des fautes d'interprétation. Donc la réalité des faits, c'est que lorsqu'une famille a un risque de maladie, de transmettre une maladie génétique, ou qu'elle l'a déjà justement transmis, comme vous le savez, pour les maladies génétiques, nous n'avons pas beaucoup de traitements, malheureusement. Donc on peut donner tout un tas d'accompagnement des personnes malades, mais je dirais pour soulager, mais on ne peut pas revenir en arrière. Il y a cependant certaines affections génétiques, et particulièrement celles du sang, qui atteignent donc les globules rouges, et particulièrement l'hémoglobine, donc qui est contenue dans les globules rouges, et qui, elles, peuvent être guéries par une greffe de cellules souches. En un mot, si un enfant qui est malade, par exemple, qui a une anémie, due à une maladie qu'on appelle, en l'occurrence, la bêta-thalassémie, cette affection peut être guérie si on greffe des cellules souches dans sa moelle, ce qu'on appelle une greffe de moelle. Donc ça permet complètement de sortir de la maladie. Le problème, c'est que pour greffer de ces cellules souches, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une compatibilité. C'est-à-dire que toutes les cellules ne sont pas, tous les êtres que nous sommes, nous avons tous une spécificité et ne pourront pas être interchangeables. Et donc, il faut trouver le groupe compatible. C'est un peu comme le groupe sanguin. Vous avez 4 groupes sanguins, et ici, il y a un groupe qu'on appelle HLA, qui est positif ou négatif. Et donc, si vous êtes HLA compatible, ben, vous pouvez donner vos cellules à la personne en question. Si vous ne l'êtes pas, elles seront rejetées. Donc, en l'occurrence, je dirais, il peut y avoir donc des enfants atteints de maladies génétiques qui pourraient bénéficier d'une greffe de moelle. Alors, effectivement, le problème, c'est de dire, pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas dans l'entourage, d'une part, s'il n'y a pas quelqu'un de compatible, et d'autre part, s'il n'y a pas dans une banque du sang, s'il n'y a pas des cellules déjà existantes qui soient compatibles. Ça, c'est un peu la palissade. Et le problème, c'est que bien sûr que tout le monde cherche ce genre de choses, mais qu'on ne l'a pas trouvé. C'est-à-dire que pour l'enfant qui est né, le petit Oumoud Tahar, bien sûr qu'on a cherché dans les banques et qu'on n'a pas trouvé de compatibilité. Parce que c'est extrêmement variable d'un individu à l'autre. La preuve, c'est que au sein d'une même famille, on ne trouve pas cette compatibilité. Donc, une des solutions possibles pour cette famille, d'abord, c'est d'avoir des enfants qui ne soient pas atteints. Donc, pour cela, si on veut absolument éviter la loi du hasard qui répartit les chromosomes, comme vous le savez, dans la loi génétique, au hasard, eh bien, il faut combattre le hasard. Et pour combattre le hasard, on peut donc obtenir des embryons in vitro, c'est-à-dire même si le couple n'est pas infertile, on peut donc obtenir la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, obtenir un embryon, plusieurs embryons plus exactement. On va prélever une cellule de cet embryon et examiner l'embryon. Et on va l'examiner sur une question, de savoir est-ce qu'il est atteint de la bêta-thalassémie ou d'une autre maladie, il y en a tellement, je ne vais pas toutes vous les citer, mais est-ce qu'il est atteint de la maladie qui a frappé sa famille? Ça, c'est la première question. Donc, parmi tous les embryons qu'on va avoir, eh bien, il y en a certains qui seront atteints, qui vont développer la maladie s'ils venaient à naître, on va dire, et d'autres qui ne le sont pas. Donc, pour cette famille, déjà, qui a 2 enfants atteints, qui nécessitent donc un traitement de transfusion tous les 15 jours pour les enfants,
eh bien, effectivement, ils ont l'espoir d'avoir un autre enfant qui ne soit pas atteint. Donc, la seule façon de faire, c'est comme ça, c'est de choisir donc les embryons avant de les réimplanter. La deuxième chose qu'on va chercher dans ce cas très particulier, c'est de voir si parmi les embryons qui ne sont pas atteints de la maladie, s'il y en a qui sont compatibles. Donc s'ils sont compatibles, à ce moment-là, ça veut dire qu'à la naissance, on peut prélever du sang du cordon, du placenta, isoler des cellules souches, et de ces cellules souches, les greffer ensuite chez l'enfant malade. Donc voilà un peu le processus. Ça veut dire quand même, si je vous écoute bien, que le processus est quand même très long, très compliqué, très lourd, et que dans ces conditions-là, il paraît quand même très difficile d'accuser les parents de se livrer à une espèce de médecine de confort et en quelque sorte d'utiliser la médecine pour choisir d'avoir des enfants exempts de maladies comme on choisirait... je ne sais pas moi, des vacances dans un pays étranger ou quelque chose de genre là, parce que c'est quand même ce qu'on entend et ce qu'on a lu. Oui, lu. mais ça, vous avez raison de le souligner, mais ça, c'est vraiment l'incompréhension du processus, parce que même quand on veut faire le processus, on n'a que 25 chances sur 100 de réussir. Donc c'est difficile, c'est long, c'est fastidieux et c'est sans garantie. Le soupçon qui pèse sur cette pratique de DPI avec possibilité de greffe de sang de cordon, qui est, mais cet enfant qui est conçu, il est conçu en vue de soigner son frère ou sa sœur, et donc on l'utilise, entre guillemets, on en fait une sorte d'objet au service de la santé de son frère ou de sa sœur, et on fait peser sur lui quelque chose d'extrêmement lourd qui obère son avenir, puisque la psychanalyse sait et dit qu'un enfant porteur de dette d'une dette psychique, d'une dette familiale, pourrait être extrêmement handicapé psychiquement pour sa vie à venir, et que sur le plan moral, sur le plan éthique, c'est une prise de position qui est extrêmement difficile à tenir, voire insupportable. Lorsqu'un enfant naît dans une famille qui a des difficultés, et je veux dire d'avoir 2 enfants handicapés, c'est quand même une difficulté, ce n'est pas simple. Mais est-ce pour autant, je dirais, encore une fois, et le statut tissulaire et l'utilisation des cellules n'a rien à voir à l'affaire, c'est que le psychisme d'un enfant, selon les modalités d'accueil, tout ça, va se développer. Et je dirais, dans des familles qui n'ont aucun problème génétique, il y a des conflits et des dettes insurmontables, et vice-versa, quelqu'un qui peut être, je dirais, qui peut apporter un bienfait, je dirais, au sein de la famille, a priori, je ne vois pas très bien la condamnation que cela, de développement que cela peut entraîner. L'arrivée des bébés sauveurs existe donc déjà à travers le monde. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'en France, d'abord, on n'en parle que maintenant, c'est-à-dire 10 ans après l'arrivée des premiers, je crois, et d'autre part que ça suscite de telles réactions. C'est un paradoxe particulier à la France. D'abord, pour l'explication, pourquoi 10 ans? Parce que, en fait, ça a été voté en 2004. Il a fallu ensuite qu'il y ait l'installation de tout le système, parce que c'est très contrôlé, et donc il a fallu attendre 2006. Donc on a commencé en 2006-2007 les premiers cas, et je vous racontais, donc il y a eu, en fait, il y a eu 10 cas qui ont été pris en charge dans notre centre. Je vous rappelle qu'il n'y a que 3 centres de diagnostic préimplantatoire en France, en tout et pour tout, et un seul qui fait cette pratique, c'est le nôtre. Et combien de demandes par an? En tout? Oui. Oh, il y a 150, enfin on a beaucoup plus de demandes. On ne peut en prendre que 150 et on fait attendre les gens un an et demi alors, avant de les prendre. Mais dans le cadre de ce double espoir, en fait il y a eu 18 demandes en tout, et parce qu'elles sont très vous voyez, sériées, et il y a eu 10 tentatives, il y a eu 7... il n'y a eu que 7 transferts d'embryons qui ont eu lieu, et là-dessus il y a eu 3 grossesses. Merci beaucoup. Les possibilités sont immenses. Voilà, les questions vont être, on l'a compris, de plus en plus complexes. Voilà.